c'est-à-dire lorsque ça ne marchait pas, bon, il coupait les ponts et il allait ailleurs. Et d'une certaine manière, l'échec de sa rencontre avec le prof de statistique à Harvard a fait qu'on lui a dit, mais tu sais, il y a un prof d'économie qui s'appelle Schumpeter, il vient comme toi de l'Europe de l'Est, et en plus il cherche un mathématicien parce qu'il est en train d'écrire un bouquin sur les cycles d'affaires, business cycles, et toi tu as fait ta thèse de doctorat sur les cycles, sur comment, mathématiquement, de quoi est formé un cycle, etc. Et tu pourrais aider Schumpeter. Alors, la rencontre avec Schumpeter s'est très très bien passée. Et en quelque sorte, Schumpeter a converti Georgescu Roegen à l'économie théorique. Et puis, comme Georgescu était un excellent mathématicien, il connaissait bien la physique, la mécanique analytique, etc., bah, très vite, il a fait trois contributions en anglais sur la théorie du consommateur, sur la théorie de la valeur, qui ont été remarquées immédiatement. Et on s'est dit, ben voilà, un type qui va faire une brillante carrière d'économie un jour. Et en 1936, à la fin de ce séjour à Harvard, Georgescu et sa femme, parce qu'il était marié déjà, il s'est marié d'ailleurs avec une copine avec qui il avait fait des mathématiques, donc c'était aussi une mathématicienne. Georgescu dit à Schumpeter, bon, je rentre maintenant en Roumanie, et Schumpeter était venu spécialement à l'aéroport et avait invité les Georgescu à dîner pour essayer de le convaincre, oui, mais après les vacances, vous revenez à Harvard travailler avec moi. Et Georgescu, qui a son franc-parler, qui lui a valu pas mal de déboires plus d'une fois, a eu une phrase assez insolente vis-à-vis du grand Schumpeter. Il lui a répondu, cher maître, je crois que mon pays, la Roumanie, a bien plus besoin d'un économiste que le département d'économie d'Harvard. Il fallait être assez culotté pour répondre ça à Schumpeter, alors que n'importe qui d'autre aurait été très content de travailler avec Schumpeter. Donc Georgescu rentre dans son pays, au fond par honnêteté, vu que ses études avaient été payées par son gouvernement. Au fond, il venait d'un pays sous-développé, entre guillemets. Il se devait maintenant d'appliquer dans son pays toute la science américaine qu'il avait emmagasinée, toutes les études. Il devait maintenant, en quelque sorte, moralement rembourser à son pays toutes les études qu'on lui avait payées. Moi, je trouve ça remarquable et admirable. Alors, il se trouve qu'il rentre dans son pays dans les années 30 et que ça va plutôt mal, hein. La Roumanie est plutôt du côté, va sombrer un peu dans le fascisme. Il y a eu des coups d'État, il y a eu la garde de fer qui sont les nazis roumains, etc. Il est revenu en Roumanie en tant que professeur à l'université de Bucarest, mais ça va être difficile. Il va connaître une période très difficile, il va connaître la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui va être très très difficile. Les lendemains de la guerre, on voit bien la victoire des soviétiques et la pression des soviétiques qui vont finalement imposer le parti communiste, et le roi Michel va abdiquer, hein, au début 1948. Georgescu donc va finir par quitter. Il ne sait pas encore si c'est définitif, mais ce sera pratiquement définitif, pour finalement faire une carrière aux États-Unis, qui commence à Harvard, une année, et il reçoit assez vite, en 1949, il reçoit une invitation de l'université de Vanderbilt, la Vanderbilt University, qui est une université privée, à Nashville, connue de tout le monde, c'est la capitale de la country music, et également il y a un Parthénon reconstitué grandeur nature, simplement c'est seulement la couleur de la pierre qui est différente, mais c'est assez amusant. Moi j'ai jamais été à Athènes, mais j'ai vu le Parthénon à Nashville. Il a fait donc une brillante carrière, je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas l'oublier, une brillante carrière en gravissant tous les échelons de la carrière académique. Il a été full professeur, comme on dit, donc ce qui s'appelle professeur ordinaire.
il a eu tous les titres, il a eu vraiment une brillante carrière de professeur et pas du tout une carrière lamentable comme le fut celle d'un autre hérétique de l'économie qui est Thorsten Veblen, par exemple. Et le problème, c'est qu'il devenait non seulement un auteur hétérodoxe à l'intérieur du modèle néoclassique, mais que petit à petit, étant donné que ses critiques à l'économie néoclassique rencontraient une fin de non-recevoir, Georgescu a pris une posture qui devenait de plus en plus radicale, de plus en plus non seulement hétérodoxe, mais vraiment une attitude de dissident. Alors, sa dissidence, je crois qu'on peut la faire remonter à 1960, où là, il publie un premier article assez sensationnel sur l'économie agraire et comment la science économique n'est pas capable de comprendre l'économie agraire parce qu'elle n'a pas vu la distinction entre une économie industrielle et une économie agraire, elle n'a pas vu la différence entre les ressources biotiques et les ressources minérales. Pour l'économie, c'est toute la même chose. Et donc, Georgescu a commencé à... On n'a pas le droit ? J'ai une autorisation spéciale, monsieur, pour filmer une interview. Ah oui ? Ah bah moi je ne suis pas au courant. Je suis pas au courant. Donc il faut aller au Caster du Sénat, Oui. à la Questure, si vous demandez une autorisation pour pouvoir interviewer monsieur. Parce qu'on est au Sénat là ? Oui. Vous êtes dans le jardin du Sénat. Oui, je vois, vous êtes du Sénat. Oui, oui. C'est l'image du Sénat. C'est l'image du... Bon, on va aller ailleurs. On va aller ailleurs. Voilà. Oui. Vous allez juste à côté, c'est la ville de Paris. Ah ok, bon, vous êtes sympa, ouais. Non, j'avoue que on ne savait pas du tout, hein, on savait pas. Vous pouvez continuer votre... C'est gentil, ouais, merci. Ça prendra peut-être plus de temps.